Bonjour, chers auditeurs du 92.7 FM. Et oui, vous êtes à Leadership en tout genre. La semaine dernière, on a conclu cette série et qui s'intitulait Si l'on croit en l'égalité, doit-on traiter tout le monde de la même manière? Donc, si on est égaux, est-ce qu'on doit être traité de la même façon? On a répondu à cette question-là durant les dernières semaines et là, on amorce une nouvelle série. Alors, on va toucher plusieurs aspects de l'entreprise et cette semaine, on va parler de marketing. Je vais tenter de répondre à cette question. Comment l'intelligence genrée influence-t-elle nos choix marketing, nos choix de mise en marché? Lorsque on veut faire connaître nos produits et nos services, on cherche à ce que nos clients potentiels, puissent découvrir ce qu'on a à offrir. Maintenant, la recherche montre clairement qu'en raison de leurs différences biologiques, les hommes et les femmes observent, hiérarchisent et traitent les informations d'une manière différente. Et là, ce qui arrive, c'est que ces différences influent sur les décisions des hommes et des femmes, notamment en ce qui concerne les produits à acheter, le moment de l'achat et même la décision d'acheter elle-même. Hein? Quand on arrive, on a le goût, on est attiré par un produit. Moi-même, à un moment donné, j'étais attiré par un produit musical. J'avais le goût de m'acheter ce qu'on appelle un drum pad. OK? C'est comme un genre de tableau avec différents segments où est-ce qu'on tape, puis là, ça peut avoir un son de cymbale, un son de tambour, etc. Et j'avais le goût, je m'en allais, je m'apprêtais à passer sur clic et mettre mes informations d'achat. Mais je me suis dit, attends un instant, Eric, là. Un instant. Là, c'est le rationnel qui venait sur le dessus de l'émotionnel. Émotionnellement, j'ai dit, j'aurais le goût, je me semble, je m'amuserais avec ça. Mais ce qui arrive, c'est que je me suis dit, attends, j'ai déjà des guitares, des basses, et je n'en profite pas suffisamment. Alors, ça serait peut-être mieux pour moi de déjà investir un peu plus du temps avec ce que j'ai. Voyez-vous, il y a des moments où est-ce qu'on veut acheter, mais on décide de ne plus acheter. Et ça va varier d'une personne à l'autre. Parce qu'il ne faut pas oublier, ici, à Leadership en tout genre, on parle de généralité. Ce que je vous propose, ça ne s'applique pas à toutes les sauces. C'est ce qui se produit dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas. C'est ce que la science a pu observer dans les différences entre les hommes et les femmes. Et en l'occurrence, ici, on va parler de marketing. Les femmes et les hommes n'abordent pas le marketing, la mise en marché et ce que ça implique, comme la publicité et les autres segments de la mise en marché, de la même façon. Alors, pour accroître et maintenir le succès d'une organisation dans la commercialisation et la vente de ses produits, surtout sur un marché ou dans un marché qui est de plus en plus diversifié, il est essentiel de comprendre et d'apprécier les différentes manières dont les consommateurs et les clients écoutent, communiquent et vont évaluer la situation avant de passer à l'action, avant de prendre la décision d'acheter. OK? Donc, les hommes et les femmes ont une perspective différente. Et c'est pour ça que l'intelligence genrée, ce que la science a pu observer dans les différences entre les hommes et les femmes, nous vient au secours, vient à notre secours. Parce que lorsqu'une entreprise internationale, par exemple, a été rachetée par une société pharmaceutique plus importante, eh bien, Barbara Annis et Keith Marone, dans leur livre Gender Intelligence, qu'on pourrait traduire par intelligence genrée, eh bien, ils ont été sollicités à ce moment-là. Parce que, justement, ce qu'on appelle en anglais un merging, une fusion, lorsqu'il y a eu la fusion de cette entreprise qui a racheté une société pharmaceutique plus importante, eh bien, quand il y a une fusion, évidemment, il y a une fusion de culture. Il y a une culture organisationnelle dans une entreprise, dans l'autre, il y a une culture, et là, on va essayer d'amalgamer les deux, et on veut éviter des heurts, puis on veut justement que tous les employés, tout le personnel, que ce soit au niveau de la direction, que ce soit au niveau du personnel cadre intermédiaire, que ce soit les employés sur le terrain, on veut ramer dans la même direction. Alors,
ce qui est arrivé, c'est que la nouvelle direction a formé, par exemple, des groupes de discussion avec les équipes de direction de chacune des entreprises qui étaient composées à la fois d'hommes et de femmes. Donc, la nouvelle direction dit, OK, on va créer des genres de noyaux de discussion composés d'hommes et de femmes et on va aller chercher et extraire tout le jus pour être sûr, s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction. Alors, lors de ces sessions-là, les femmes ont ouvertement partagé des expériences différentes de celles des hommes. Alors, ça a été observé. Et ce qui arrive, c'est que il y a eu un obstacle. Parce que malgré que les femmes ont levé les drapeaux jaunes, les drapeaux rouges en disant « Ah, il y a des problèmes ici », on voit la situation d'une manière différente. Et là, souvent, ce qui arrive, quand on est leader, il y a des obstacles qui nous empêchent à aller de l'avant parce qu'on est tous pour la vertu. Et l'obstacle principal chez les leaders de la nouvelle entité, c'était, eh bien, si on change de culture et on passe, par exemple, d'une dynamique plutôt masculine à une dynamique mixte, bien, ça va être coûteux en termes d'énergie. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, c'est pas nécessairement le calcul financier qui nous freine. C'est le calcul énergétique. C'est l'énergie que ça nous prend pour opérer le changement. On sait qu'est-ce que ça coûte et est-ce qu'on veut le payer, ce prix-là. C'est souvent là que ça se joue. Et ça, dans n'importe quelle organisation, parce que ça fait partie d'une dynamique qui est humaine. Et là, c'est là que si on ne voit pas les avantages de l'intelligence genrée dans une organisation, à chaque fois qu'on va être confronté à opérer ce changement pour passer d'une culture masculine à une culture mixte ou d'une culture féminine à une culture mixte, eh bien, il y aura toujours ce frein et il y aura ce qui va en suivre, c'est l'insatisfaction. Parce qu'on sait, ou du moins on anticipe ce qui pourrait améliorer la qualité, mais on n'a pas l'énergie parce qu'il y a des obstacles avant d'arriver justement à ce sommet. Hein. C'est comme gravir une montagne, gravir une colline. Ça demande de l'énergie, c'est exigeant. Mais quand on arrive en haut, c'est là qu'on voit le panorama et on se dit « Wow, ça valait tout l'effort ». Maintenant, c'est pour ça que c'est le résultat qui nous stimule pour que dans le processus, on ne puisse pas perdre de vue où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce qu'on veut produire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de voir les avantages de l'intelligence genrée dans une organisation. Et c'est pour ça que j'apporte des capsules. Et l'élément qui va suivre cela, donc l'obstacle, parce que ça demande de l'énergie, le deuxième point, c'est est-ce que les leaders veulent pousser dans cette direction-là, veulent s'aventurer dans cette direction-là. Parce que c'est eux qui vont être les porteurs de ballons. C'est eux qui vont, comme on dit en bon québécois, faire arriver l'affaire. Et ce qui arrive, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des entreprises qui ont payé ce prix-là, qui ont payé ce prix énergétique-là. Keith Marone et Barbara Annis vont mentionner qu'il y a la firme IBM, Deloitte, American Express, et non seulement ils ont fait la tentative, mais ils ont réussi à y parvenir, et ils ont réussi à inculquer cette vision-là dans tous les échelons de l'entreprise. Parce que si le leader ne veille pas à ce que l'intelligence genrée, à ce que l'apport de l'énergie masculine et de l'énergie féminine puissent cohabiter, coexister pour collaborer, eh bien, ça prend l'appui, ça prend le soutien, ça prend cette vision-là dans chaque échelon de l'entreprise. Ça ne peut pas juste être à un endroit, puis après ça, on laisse ça aller. Ça doit être quelque chose qui est vraiment intrinsèque à nous, parce qu'on en voit les résultats. On voit les impacts sur la productivité, sur la rentabilité, sur la profitabilité de l'entreprise. Évidemment, sur la pérennité des produits et des services qui vont en suivre. Alors,
Comment ça se traduit tout ça au niveau de la mise en marché? Bien, il y a deux exemples qui sont donnés par Barbara Annis et Keith Maroon dans leur livre intitulé Gender Intelligence. Il y a l'exemple de Deloitte et l'exemple de Dove. OK? Deloitte disposait dans son effectif surtout des partenaires masculins, parce que la plupart de ses clients étaient des hommes. Et savez-vous quoi? C'est là qui est souvent l'obstacle, parce que on a une vision des choses qui, entre la réalité et ce qu'on perçoit, il y a comme un fossé entre les deux. Il y a comme un fossé entre la vision de la réalité et la vision de ce qu'on perçoit. Et c'est là qu'en tant que leader, c'est important d'être bien entouré, bien conseillé et surtout être entouré d'une diversité de perspectives. Parce que le leader en bout de ligne, là, c'est quoi qui fait la différence? C'est sa capacité de prendre des bonnes décisions. Parce que les bonnes décisions produisent de bons résultats. Et de bons résultats, qu'est-ce que ça produit? De l'enthousiasme, une qualité de vie dans l'entreprise qui fait qu'on est fier, on est content et ça génère de la profitabilité. Alors, si les hommes ont tendance à communiquer selon des schémas similaires, et c'est passablement vrai, là, évidemment, on doit tenir compte du tempérament et de la culture, etc. Mais chez les hommes, à cause de la constitution biologique, à cause des systèmes hormonaux qui constituent les hommes, le cerveau, euh, nos réactions face au stress sont généralement similaires. Je dis bien généralement. Alors, ça l'a influencé Deloitte parce que cette entreprise-là a réalisé que les dirigeants, hommes et femmes des entreprises, choisissaient pas nécessairement leurs consultants en fonction de leur genre. Ils ont réalisé que, par exemple, leurs clients ou leurs partenaires ne choisissaient pas, justement, des représentants de l'entreprise en fonction de ce qu'ils étaient, soit des hommes ou des femmes. Il n'y a personne qui se disait « je vais être consulté uniquement par un homme ». Ou du moins, ce n'est pas quelque chose qui ressortait. Ce qu'ils ont compris, justement, en creusant la chose, ils ont réalisé que les décideurs recherchent non pas des consultants en fonction de leur genre, mais en fonction des vertus et des traits de caractère spécifiques. Maintenant, les décideurs recherchent des consultants qui écoutent, qui sont compréhensifs et qui encouragent le dialogue. Et évidemment, qui sont pleins de ressources. Alors, après avoir examiné la question attentivement, Deloitte a découvert comment et pourquoi les femmes associées pouvaient être très efficaces. Et dans certains cas, plus efficaces que les collègues masculins pour conseiller et répondre aux besoins de la clientèle de Deloitte, de leur clientèle. Alors, souvent, les clients masculins trouvaient que les perspectives féminines apportaient une valeur ajoutée significative, en fait une valeur ajoutée qu'ils recherchaient. Pourquoi? Parce que justement, en situation d'affaires, ces clients-là sentaient plus d'écoute de la part des femmes et justement une recherche d'un meilleur service. Alors c'est pour ça que parfois on peut partir intuitivement avec une perspective et en creusant, en faisant une analyse, on découvre que non, il y a d'autres alternatives qui peuvent être plus rentables. Et c'est pour ça que le fait de mixer leur flotte de consultants, ça a permis à Deloitte justement de rejoindre encore mieux et encore plus la clientèle qu'il recherchait. Alors voyez-vous, parce que si par exemple, je donne un chiffre fictif, par exemple, vous avez 50 consultants à votre actif, mais ça ne coûte pas plus cher d'en avoir par exemple 30 qui sont des femmes et 20 qui sont des hommes, ou vice-versa. Alors, c'est pour ça que l'intelligence genrée contribue à ce que
votre mise en marché. Hein, parce que la mise en marché, oui, ça peut passer par la publicité, mais ça passe aussi par cette séquence-là qui se passe entre le client potentiel et le client qui devient actif dans l'entreprise, le client officiel, entre le client potentiel et le client officiel. Donc, il y a une vente des services. Hein? On veut faire l'éloge, on veut démontrer que ce qu'on a à offrir correspond à votre besoin, ce qu'on offre correspond à votre demande. Hein? Et c'est pour ça que lorsque on analyse la culture de notre entreprise et qu'on constate que pour aller chercher une plus grande part du marché, on a besoin, par exemple, de plus d'énergie masculine ou de plus d'énergie féminine. Et c'est là que ça joue dans le développement de l'entreprise. Maintenant, il y a l'exemple de Dove. Dove. Bon, plusieurs d'entre vous, parmi les auditeurs, auditrices, vous connaissez les savons de marque Dove. Une marque populaire qu'on voit dans les magasins à rayons, dans les pharmacies, etc. Donc, Dove, une marque de savon populaire, a adopté une approche qui est plus inclusive en consultant un groupe représentatif de la réalité féminine. Ils se sont dit, si on veut vendre plus, c'est quoi qu'on doit changer? Hein, parce que si on fait la même chose, ça risque de ne pas changer. Hein? On risque d'avoir les mêmes résultats si on fait la même chose. Maintenant, ils ont consulté un groupe beaucoup plus représentatif de la réalité féminine. Et pourquoi? Pourquoi je dis que c'est une démarche qui est qualifiée de féminine, cette démarche-là? Parce qu'elle reconnaît, parce qu'une démarche féminine, c'est une démarche qui reconnaît que le cerveau féminin a besoin de considérer tous les angles pour se faire une idée. Règle générale, les femmes n'excluent aucune possibilité, même si à première vue, elle semble anodine. On la met sur la table quand même. On ne l'exclut pas. Alors, de consulter un groupe représentatif de la réalité féminine, c'est une démarche, c'est une approche qui est féminine en soi. Parce que les hommes ont tendance à se concentrer sur un aspect spécifique pour prendre une décision spécifique. Donc, on réduit comme un entonnoir pour dire, OK, nous, on prend les options, on les exclut. On exclut toutes les options qui peuvent être des obstacles ou un frein, puis on va vers ce qui va être le plus efficace. Les femmes, c'est le contraire. On inclut toutes les options, puis on les regarde une à une. C'est plus long, mais ça donne souvent un meilleur travail. Alors, lorsque Dove a consulté ces femmes, ils se sont dit, on va prendre un échantillon de femmes en fonction d'une diversité d'âge, de grandeur, de taille, puis d'arrière-plan culturel différents. Et ce qui est arrivé, c'est que plusieurs d'entre elles sentaient que la publicité de Dove ne les rejoignait pas. Alors, ce que l'entreprise a constaté, c'est qu'effectivement, leur mise en marché s'adressait davantage à la femme idéale qu'aux femmes en général. Alors, l'approche féminine de consulter leur a ouvert les yeux et leur a permis d'élargir leur champ de sympathie. Alors, ce qui arrive, c'est que justement, si on élargit notre champ de sympathie, bien, qu'est-ce qui arrive? On risque d'avoir des sympathisants qui adhèrent à notre produit ou à notre service. Donc, l'approche féminine en marketing pousse l'équipe de direction à se poser plus de questions et à voir la situation de façon plus large pour explorer toutes les possibilités et choisir celles qui conviennent le mieux à la clientèle. Bref, et je vois que le temps file, l'intelligence genrée influence les choix marketing en insistant sur les entreprises à adopter une approche plus inclusive qui reconnaît les différences dans la matière dont les hommes et les femmes perçoivent, hiérarchisent et traitent l'information. OK? Donc, l'intelligence genrée va influencer nos choix de marketing et va pousser les entreprises
à avoir une approche plus inclusive. Et parce que, comme je vous disais, la manière dont les hommes et les femmes perçoivent, hiérarchisent, j'ai de la misère avec ce mot-là aujourd'hui, puis traitent l'information, va être différente. Et plus on maîtrise les concepts de l'intelligence genrée, plus on comprend ces nuances dans justement la perspective, le traitement, puis la hiérarchisation des informations. Donc, quand on maîtrise ces concepts-là, ben, ça va nous amener à adapter nos messages publicitaires, notre mise en valeur de nos produits et services pour mieux répondre aux besoins et aux préférences des consommateurs de divers genres. Parce que parfois, on veut toucher davantage les hommes, parfois on veut toucher davantage les femmes, et parfois on veut toucher tout le monde. Mais comment on peut arriver à intégrer ces nuances-là, et c'est ça qui fait la différence. On doit garder à l'esprit, par exemple, si on a une clientèle mixte, d'avoir tous ces aspects-là. Ou de garder à l'esprit, même si c'est une culture masculine, que souvent, la décision d'achat, comme je disais au début, mais relève de la femme dans le couple. C'est statistiquement prouvé que c'est les femmes qui ont le dernier mot sur le choix d'investir, d'acheter. Donc, ça a aussi une incidence. Donc, on doit gagner, convaincre, rassurer les femmes que le produit ou le service, c'est un bon investissement. C'est un bon achat. Alors, ce qui arrive, c'est que, justement, cette reconnaissance-là des principes de l'intelligence genrée, eh bien, conduit à des stratégies de marketing évidemment plus efficaces, qui répondent mieux aux préférences des consommateurs des différents genres et amène à pousser plus loin les raisonnements qui tendent à faire plafonner la progression du marché. Parce que, comme on l'a vu préalablement, qu'est-ce qui arrive, c'est que chez Deloitte, eh bien, il y avait des raisonnements qui amenaient un certain plafonnement, du moins qui ne favorisaient pas le développement. Alors, c'est pour ça que l'intelligence genrée nous vient en secours à cet effet-là. Et donc, ça nous aide justement à élargir le champ d'attraction des produits et des services qui sont offerts et surtout, et ça c'est le point le plus important, à renforcer la connexion émotionnelle avec les consommateurs et les consommatrices. Parce que la plupart de nos achats sont poussés par un désir émotionnel. Je désire ce produit-là. Ça va changer ma vie. Ça va m'aider. Ça va me soulager. Ça va me donner plus de plaisir. Je vais me sentir mieux. Un achat, ce qui pèse dans la balance, c'est la dimension émotionnelle et l'intelligence genrée nous permet d'avoir une meilleure connexion avec la sphère émotionnelle, l'émotivité du client. Parce qu'en bout de ligne, si on a une entreprise, on offre des produits et des services, c'est pour avoir des clients, pour gagner notre vie. Et si ce n'est pas nous qui attirons le client parce qu'on a le meilleur produit, le meilleur service à rendre, eh bien c'est notre compétiteur qui va le faire. Et c'est pour ça que l'intelligence genrée joue un rôle et que les entreprises qui vont en tenir compte de plus en plus dans les prochains mois, les prochaines années, eh bien, vont être les entreprises qui vont se démarquer davantage. Et c'est pour ça que IBM, Deloitte et American Express ont passé par là. Alors, j'espère que cette capsule radiophonique vous a plu. Et si vous voulez savoir si votre entreprise est davantage masculine, davantage féminine, davantage mixte, vous avez simplement à m'écrire. J'ai un questionnaire pour vous qui va vous aider à mieux percevoir, mieux clarifier si vous êtes davantage caractérisé par une ou l'autre des facettes de l'intelligence genrée. Vous m'écrivez à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Et si vous voulez continuer à soutenir cette émission, si vous désirez qu'elle soit encore et encore sur les ondes du 92.7 FM, pour l'écouter en voyageant en voiture ou l'écouter en direct via Internet, eh bien, je vous invite à m'écrire à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Et sur ce, oh là là, le temps file, eh bien, je vous dis merci, au revoir et à la semaine prochaine.